Donc, bonjour à tous, merci pour votre temps. Donc, on va démarrer. Donc, comme indiqué, l'idée, c'est de faire le bilan du marché des capitaux en CEMAC en 2025 et de se projeter sur les attentes sur 2026. Donc, notre présentation sera faite essentiellement sur trois points. Donc, on fera d'abord le point sur un contexte global, donc dans le monde. Puis, on fera une analyse de en CIMAC sur 2025 et derrière, on se projette sur les années à venir. Et enfin, on fera un bilan et les perspectives des marchés des capitaux en CIMAC. Donc, tour à tour, on passera en revue le marché financier et le marché des titres publics. Et derrière, on terminera simplement par une actualité sur Harvest Asset Management. Donc, peut-être avant de commencer, donc je suis Monsieur Francky Bounan, directeur général adjoint et en charge de la gestion chez Harvest Asset Management, et je suis accompagné de notre analyste économique et gérant taux, Monsieur Denis Zifac. Denis, je peux dire bonjour. Alors, bonjour à Bonjour à tous. tous. Merci, Merci Francky. Francky. Euh, Euh, c'est un c'est un réel réel plaisir de plaisir de nous de nous revoir revoir aujourd'hui, aujourd'hui, en ce en ce 30 30 décembre de décembre l'année de l'année 2025. 2025. Je crois Je qu'on crois aura qu'on le aura temps le temps de de parcourir tous les parcourir tous les sujets. sujets. Comme tu as Comme si tu as bien si dit, bien dit, Francky, je suis Francky, je Denis suis Denis Zifac, Zifa, en charge de charge de l'analyse l'analyse économique économique. et des gérants obligataires chez Harvest Asset Management. Donc, à tout à l'heure. Donc, sans plus tarder, on passe en revue le contexte économique mondial. Donc, 2025 a été caractérisé globalement par une décélération de l'inflation et une résilience justement de l'économie mondiale malgré l'incertitude persistante. Donc, on peut noter globalement que l'année a été marquée par euh, toute l'actualité autour des tarifs douaniers qui finalement ont eu un impact plus modéré par rapport aux annonces initiales. Globalement, on a eu un recul dans de l'inflation qui a entraîné une baisse des taux directeurs par les principales banques centrales, dont la Fed, la Banque centrale américaine, qui a sur toute l'année effectué trois baisses des taux pour un global de 75 points de base. À la fin de l'année 2025, on était autour de 3,75 contre 4,5% en 2024. La Banque centrale européenne, donc la BCE, a quant à elle effectué quatre baisses de taux sur l'année, avec un taux directeur qui se trouve aujourd'hui à 2,15% contre 3,15% en 2024. Bon, on note que depuis juin, le taux est resté stable de la part de la Banque centrale européenne. S'agissant des perspectives économiques donc, et de l'inflation, selon le FMI, la croissance économique est projetée en légère baisse par rapport à 2024. Donc, on a 3,2% contre 3,1% 3,3% autant pour moi en 2024 et 3,1% en 2026. L'inflation est globalement attendue à 4,2% en 2025 et 3,7% en 2026 contre 5,8% en 2024. Donc, on voit très clairement que sur l'année, à la fois sur 2025 et sur 2026, on a une inflation vraiment qui va on a une décélération ou alors une désinflation en tout cas qui s'observe à l'échelle mondiale. La Banque mondiale a également des perspectives, certes à des niveaux inférieurs à celles du FMI, mais qui vont également dans le même sens. Donc 2023, 2,3%, 2024, 2,4% en 2026 et contre 2,8% sur l'année 2024. S'agissant des matières premières, on observe globalement une baisse des principales matières premières, donc le pétrole, le gaz naturel et le cacao, qui c'est-à-dire de janvier à novembre,
Par exemple, pour le Brent, on est autour d'une baisse de 20%, qui est tirée par la surproduction pétrolière mondiale et une croissance chinoise qui peine justement à trouver son niveau d'avant Covid. Ce qui justement tire le cours des matières premières vers le bas. Le gaz naturel n'est pas en laisse avec une baisse de 8% depuis le début d'année, tiré par une faible demande des pays asiatiques, liée justement aux conditions climatiques qui ont été plus clémentes. Donc, ces conditions-là ont simplement entraîné, on va dire, un recul de la consommation de cette matière première-là. Le cacao enregistre pratiquement 50%, un peu moins de 50% de baisse de son cours. Et le café, quant à lui, une légère hausse de 4% depuis le début d'année, notamment tirée par l'abondance de la production en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest. La CEMAC, quant à elle, on note d'après le dernier comité de politique monétaire, et on ira dans le détail par la suite, la croissance économique est attendue en légère baisse également, 2,4% contre 2,7% en 2024, et une désinflation qui continue, 2,2% en 2025 contre 4,1% en 2024. Donc, fort de ces indicateurs, la Banque centrale a également noté un repli assez important des réserves de change d'à peu près 12%, ce qui l'a poussé à revoir justement ses taux directeurs à la hausse de 25 points de base lors du dernier comité de politique monétaire de ce mois de décembre. Et cela précédait, on va dire, une baisse qu'on a observée par la Banque centrale justement en mars dernier. D'autres éléments qu'on peut noter sur l'année, on a noté les élections présidentielles au Gabon, au Cameroun et en RCA à venir, les élections et législatives également en Guinée équatoriale et au Gabon. Bon, ces éléments qui sont déjà passés pour le cas du Gabon et du Cameroun. On verra un tout petit peu les impacts que ça a pu avoir sur notre marché des capitaux. Donc là, par la suite, ce qu'on fera, c'est simplement faire le bilan justement sur la partie Afrique centrale, sur les perspectives économiques de notre zone. Et derrière, on verra les impacts justement de ces perspectives sur 2025 et on se projettera sur l'année 2026. Donc, sans plus tarder, justement, Denis, après le dernier comité de politique monétaire, on a justement noté un léger repli de la croissance de la part de la Banque centrale, une désinflation qui continue, un repli justement des réserves de charge, mais dans le détail, justement, comment s'est comportée justement la croissance économique, qu'est-ce qui explique ce recul de la croissance économique justement sur l'année 2025 et comment est-ce que cette croissance va se comporter en CEMAC globalement et après peut-être individuellement pour chaque pays sur l'année 2026. Merci, Francky. Le décor étant planté déjà, comme tu l'as si bien dit, pour ce qui est de la croissance économique en zone CEMAC, tel que vous voyez sur les graphiques qui s'affichent devant vous, nous avons un peu fait preuve de synthétiser. On a essayé un peu d'éclater la croissance de la zone CEMAC. Question de voir de quel côté est-ce que l'activité supporte le bio. Parce que s'il faut regarder la croissance économique telle qu'on le sert théoriquement, il faut regarder souvent le volet de l'offre et la demande. Ici, il faut se rendre compte d'un fait que la croissance économique, puisqu'on n'a pas pris l'effet historique de 2024, mais si on accrochait à ça, on devait s'en rendre compte que, bien que tu l'as si bien rappelé, le fait que ça soit une tendance mondiale, on observe une tendance désinflationniste qui est globale.
Mais sauf qu'en zone CEMAC, et généralement cette tendance désinflationniste, selon la théorie économique, est censée draver un peu plus de croissance. Mais pour ce qui est de notre sous-région, on se rend compte que notre activité économique va beaucoup plus en berne. En 2025, avec une croissance, bien que étant légèrement à la hausse, qui devait se situer à 2,4%. Je rappelle que cette croissance est tirée principalement par le secteur non pétrolier. Quand on parle du secteur non pétrolier, il s'agit ici beaucoup plus de l'activité minière. Et cette tendance sera beaucoup plus traînée dans les années 2026 et bien évidemment sur le moyen terme jusqu'en 2028. Mais pour ce qui est du secteur pétrolier, ça reste une sonnette d'alarme tirée depuis les années 2014. Il faudra quand même que nos économies pensent à se diversifier, sinon ces faits seront généralement observés parce que on le sait très bien, les prévisions de la croissance économique chez nous sont basées sur l'évolution des matières premières. Lorsqu'on parle des matières premières chez nous, c'est beaucoup plus le pétrole. Et lorsqu'on s'en rend compte, on vit un contexte économique dans lequel à la fois la production recule et à côté de ça, les prix aussi sur le marché international. Il est clair que notre sous-région va aller en berne. Donc, bien que sur le moyen terme, on observe cette résilience, notamment en 2026, avec une croissance attendue à peu près à 4,6, on se rappelle que ces prévisions très optimistes de la Banque centrale nous laisse quand même plusieurs enseignements qu'il faudra en tirer à ce niveau, puisque s'il arrive que cette croissance se dessine, on se situera à une croissance élevée depuis plus de 10 ans, à 4,6% pour ce qui est de la sous-région. Donc pour nous, on s'attend quand même à ce que, au regard de la tendance, on observera cette évolution tout au long de l'année 2026. Pour ce qui est du côté de la demande, il faut noter que le principal pan à ce niveau, c'est beaucoup plus la demande intérieure, à savoir la dépense de consommation et d'investissement, qui tire beaucoup plus la croissance vers le haut. Mais quant aux exportations nettes, il est clair, nous sommes une sous-région qui dépend fortement des importations et du coup, à chaque niveau, que la forte demande des produits importés se signale, elle agit à la fois sur nos réserves d'échange, qu'on en parlera par après, et sur la croissance du PIB. À côté, lorsqu'on essaie un peu de regarder ce caractère beaucoup plus optimiste de la Banque centrale, on a essayé un peu de regarder ce que voyait un peu plus avant, en octobre, les autres partenaires multilatéraux de, la banque, de notre sous-région, notamment le FMI et la Banque mondiale. On se rend compte que clairement, à la différence du chart, que lors de la dernière revue, de la revue validée par le FMI, c'était notamment la semaine dernière, les prévisions de la croissance économique initialement projetées par le FMI en octobre dernier ont été revues drastiquement à 5,1. C'est qui, d'ailleurs, le FMI a salué les efforts fournis par les autorités, notamment tchadiennes. Donc, pour ce qui est de la tendance globale, on voit que la Guinée équatoriale, qui sort progressivement de la récession observée en 2022, en 2024 et 2025, bien évidemment, qu'en 2026, à travers les efforts sur le secteur, notamment pétrolier, cette croissance repartira à la hausse. On rappelle que le pan de la Banque centrale restant un peu plus au-dessus lorsqu'on essaie de regarder les graphiques sur la Guinée équatoriale, c'est juste lié au fait que les données de la Banque centrale sont plus récentes que, que celles du FMI et de la Banque mondiale, Francky. Donc, c'est effectivement bien noté. Donc là, on a de façon macro l'évolution justement de la croissance économique sur 2025 et sur les années à venir. L'autre indicateur qui intéresse justement la Banque centrale après la croissance, c'est effectivement l'inflation. On a noté justement une des inflations qui se poursuit globalement en CEMAC. Donc, est-ce que c'est possible est-ce que c'est une tendance qui est générale pour tous les États?
Est-ce qu'il y a des États pour lesquels justement l'inflation est en train de résister? Un peu plus globalement, qu'est-ce qui tire euh, globalement l'inflation justement vers le bas en Afrique centrale? Oui, Oui, Francky, Francky, il faut il faut noter quand noter même quand pour ce même pour qui est ce de qui est de l'inflation, l'inflation, je crois je que crois tu que l'as tu l'as si bien bien rappelé. rappelé. Euh, Euh, il y a une il y a une question. question. Je Je crois crois qu'il qu'il sera mieux sera mieux que les que les questions questions soient soient enregistrées. enregistrées. Vous les Vous les écrivez quelque écrivez quelque part et part vous et vous pourrez les pourrez les poser une poser fois une fois lorsqu'on lorsqu'on finira. Je finira. crois Je que crois que cette, cette, ce- 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 cette cette façon façon sera plus sera plus adaptée pour adaptée nous, pour nous, puisqu'on ne peut puisqu'on ne pas peut pas présenter et présenter et répondre répondre rapidement aux rapidement aux questions. Donc, questions. pour Donc, pour revenir revenir à la à la question, question, Francky, Francky, pour ce pour qui ce est de qui est de l'inflation, l'inflation, il y a il y un a un recul recul de de l'inflation en l'inflation zone en zone CEMAC, CEMAC, tel que tel nous que nous pouvons le pouvons le voir, la voir, la tendance tendance observée observée depuis, depuis, euh, depuis depuis le second trimestre le second trimestre 2023 reste observé jusqu'à jusqu'à nos nos jours, jours, notamment notamment avec un recul global de l'inflation. Hein. Mais il faut noter quand même que l'inflation en zone CEMAC reste fortement portée par le Cameroun. Mais à côté des autres États, notamment tous les 5 autres États, à part le Gabon, que selon les données collectées en septembre dernier, qui qui affiche affiche une tendance, une une révision à révision la à la hausse des hausse des prévisions prévisions inflationnistes. inflationnistes. Il Il faut faut noter noter quand quand même que même que tous tous les les autres autres États États restent restent sur sur cette cette tendance tendance globale globale observée observée depuis depuis la la situation situation mondiale mondiale quand quand c'est c'est marque. marqué. Et il y Et a il un y a un fait quand fait quand même même qu'il qu'il faut faut noter, noter, c'est c'est la déflation observée déjà au Tchad, puisque le Tchad, depuis septembre, ils sont un peu plus avec des données un peu plus avancées, avec une inflation, il est difficile de dire inflation. Pourquoi? Parce que c'est la déflation en réalité, qui c'est aussi autour de moins 1,8% pour ce qui est des statistiques publiées en fin novembre dernier. Mais qu'à cela ne tienne, pour ce qui est de la tendance de la sous-région, elle est globale et on pourra s'attendre désormais, selon les prévisions de la Banque centrale, à une inflation qui pourra se situer autour de 2,2% en fin décembre. Et ce qui confirme clairement que on peut se dire désormais en zone CEMAC que l'inflation est derrière nous. Ah, c'est bien noté, effectivement. L'inflation globalement en train de baisser et comme on l'a dit, c'est une tendance qui est observée depuis 2023. A contrario, on a eu justement une inflation qui baisse. Bien évidemment, on s'attendrait à une inflation qui baisse, une reprise économique, certes, un tout petit peu en berne. On s'attendra à ce que la Banque centrale, justement, puisse orienter ses taux à la baisse ou alors les garder stables. C'est vrai on a un autre élément qui a expliqué la baisse. Justement, peut-être pour continuer sur justement l'inflation, comme on l'a dit globalement pour tous les pays, cet indicateur reste vraiment orienté sur 2025 en deçà de la norme communautaire de 3%, même si justement on peut se poser la question de savoir comment est-ce que cette inflation-là pourrait se comporter sur les années à venir. Oui, oui, Francky, pour ce qui est des années à venir, la tendance restera identique, elle est presque identique, avec l'inflation qui, tant vu, je rappelle toujours, les données de la Banque centrale, la bande beaucoup plus un peu en avant, la toute première banque, sont des données les plus récentes et par après les un peu plus anciens, notamment le FMI et la Banque mondiale en octobre. Mais lorsqu'on essaie de regarder ces données, on se rend compte que ce soit au niveau de tous les États de la zone CEMAC,
la situation inflationniste, je le rappelle, est désormais derrière nous. Mais il ne faut pas oublier un facteur un choc qui peut toujours arriver. Ça peut être aujourd'hui, on est une sous-région qui dépend fortement du secteur extérieur. À tout moment, s'il y a un choc exogène, il peut être importé et du coup, on peut se retrouver à une résurgence de l'inflation. Donc, c'est un indicateur qu'il faut suivre de près. D'ailleurs, que ça impacte, comme tu l'as si bien dit, l'évolution des taux directeurs et qu'on se rappelle lors du dernier comité de politique monétaire, malgré cette évolution favorable de l'inflation, la Banque centrale s'est décidée de revoir à la hausse le niveau de ces taux directeurs. Donc, ce qui nous pousse à comprendre à quel niveau nos économies restent vraiment vulnérables et cette forte dépendance du secteur extérieur nous expose chaque fois à ces chocs qui peuvent intervenir, Francky. Oui, effectivement, jusqu'ici, en termes d'analyse ou en tout cas de prédiction ou de prévision de la croissance économique ou alors de la croissance économique, de l'inflation et surtout l'impact que ça aura derrière sur les taux directeurs de la Banque centrale. Un élément qu'on a commencé à regarder sur l'année et qu'on anticipait justement pas lors de notre dernier webinaire, c'est justement l'impact des réserves de change. Et comme la Banque centrale l'a noté lors de son dernier comité de politique monétaire, on a eu un recul d'à peu près 12% des réserves de change, ce qui a poussé justement la Banque centrale à revoir la hausse des taux directeurs. Donc maintenant, peut-être dans le détail, voilà, une baisse des réserves de change, qu'est-ce qui a justement poussé, driver cette baisse-là? Quels sont les pays dans le détail qui sont concernés? Qui ont tiré justement les réserves de change vers le bas. Voilà, ça sont les questions qu'on peut peut-être se poser, Denis, et pour lesquelles on attend un tout petit peu de retour. D'accord, Francky. Je crois que tu l'as très bien introduit en notant le fait que la Banque centrale, s'il faut rester sur les mécanismes traditionnels, il faut noter quand même que en plus de la stabilité interne des prix, la Banque centrale a un objectif de stabilité externe. Dans la situation externe de l'économie, elle est généralement captée par le niveau des réserves de change. Et à notre niveau, si on s'en rend compte d'un fait, tu l'as si bien rappelé, les réserves de change de la zone CEMAC ont reculé d'à peu près 12%. Ce qui est un réel stress pour la Banque centrale. Pourquoi? Parce que qui dit recul des réserves de change dit recul à la fois du taux de couverture de notre monnaie, parce que ça dépend, le niveau des réserves, si ça croît, ça veut dire on dit qu'on importe peu et par conséquent, les réserves de change se trouvent à des niveaux confortables. Alors, si ça a reculé d'à peu près 12%, notamment la Banque centrale n'avait pas de choix que de revoir sa politique monétaire telle que nous avons eu en décembre. Mais quels sont des facteurs qui ont beaucoup plus joué à ça? Tu l'as si bien dit lors de notre précédent webinaire, on alertait déjà sur ces points en disant et à ce niveau, on regardait beaucoup plus la fin des programmes du FMI qu'avec les États de la zone CEMAC, s'agissait du Congo, du Cameroun, qui bien évidemment ayant renouvelé, on s'attendait à un volume qui devait être un peu plus moindre que celui celui précédemment. Donc, du coup, il était clair quand même que ces signaux d'alerte-là se présentaient. Mais quand même, un fait marquant, c'est la dépendance de nos économies aux importations. C'est ça qui a le plus joué. À côté de ça, il faut ajouter le service de la dette extérieure qui est un vrai problème. Et qu'aujourd'hui, avec nos marchés locaux qui
qui aujourd'hui permet à nos États de se financer à peu près à plus de 12 000 milliards aujourd'hui lorsqu'on essaie d'estimer la dette du marché, de nos marchés locaux. On croit quand même que sur le moyen long terme, il va falloir beaucoup plus axer sur ce point. Il en est vraiment de même lorsqu'on essaie de regarder au niveau des États, et on essaie de regarder quels sont les États les plus impactés. Il est clair, selon le graphique qui s'affiche devant vous, que c'est le Gabon, plus précisément, et le Congo qui sont les plus impactés. Et cela est lié à cet effet que nous remontons, la forte dépendance aux importations. Du coup, ça allait beaucoup plus à ce niveau. Par contre, au niveau de la Guinée équatoriale et de la RCA, les niveaux de réserve de change se retrouvent un peu plus à des niveaux confortables. Mais il y a un fait quand même qu'il faut noter, c'est que bien que cette tendance-là baissière a été observée en 2025, nos réserves de change restent notamment au-dessus de 3%, qui est la norme réglementée par le FMI. Donc, du coup, la tendance est baissière, oui, mais ce n'est pas encore aussi lamentable qu'on pourrait se rapprocher des situations des années 94 où on voyait des alertes sur la dévaluation du franc CFA franqué. Donc, effectivement, ça nous alerte sur le fait que, au-delà de l'évolution de la croissance et également de l'inflation, il y a justement tous les autres chocs qu'on peut enregistrer justement notamment sur les réserves de change. Et d'ailleurs, à titre de rappel, l'évolution de nos réserves de change en 2024, en fin d'année 2024, on avait on va dire dans les journaux, des rumeurs de dévaluation. Et d'ailleurs, il y a une réunion des chefs d'État qui s'est tenue justement pour aborder ces sujets et on s'est rendu compte que d'après les chiffres de la Banque centrale, nos niveaux, en tout cas les niveaux de réserve de change étaient quand même à des niveaux assez confortables. Comme on peut le voir, on était autour de 4,87 à fin 2024 en termes de réserve de change. Bon, sur les années à venir, ça reste à des niveaux modérés, mais comme tu l'as signalé, finalement, on est toujours au-dessus de la norme communautaire. Mais justement, le choc ne pouvait pas passer inaperçu de la part de la Banque centrale, ce qui a entraîné justement la baisse des taux. Un autre indicateur après justement les réserves de change, c'est notamment la dette. Comment est-ce que s'est comportée justement la dette de nos États sur l'année 2025 et comment est-ce que c'est projeté sur les années à venir? Oui, Francky, merci. Pour ce qui est de la dette, ça reste un sujet, hein, ça reste un sujet. Pour trois États principalement de la zone CEMAC, il s'agit notamment de la RCA, du Congo et du Gabon, qui se retrouvent avec des niveaux d'endettement supérieurs à 70% de leur PIB, ce qui est quand même un niveau, on peut dire, une situation critique. Contrairement à ces trois pays, les autres États de la zone CEMAC sont endettés, c'est vrai, mais avec des proportions un peu plus modérées. Mais il faut noter quand même que du point de vue du marché, notamment du point de vue financier, c'est pas le poids de la dette qui fait problème, c'est la capacité de l'État, de l'émetteur à rembourser cette dette-là qui est le véritable sujet. Et pour ça, sur le marché des titres publics, notamment sur le marché intérieur, nos marchés locaux, marché des titres publics, marché financier, il faut noter quand même que à travers les mécanismes que la Banque centrale a mis sur pied, qui fonctionnent très bien aujourd'hui, cette situation reste moins alarmante et on alerte jusqu'aujourd'hui, il y a moins de stress à ce niveau. Mais le cas qui nous stresse et qui impacte le plus, c'est beaucoup plus le poids de la dette extérieure sur les recettes budgétaires de nos États. C'est pour cette raison que nous avons essayé un peu de ressortir le graphique par après. Et on s'en rend compte que si la RCA, par exemple, se retrouvait à ce niveau d'endettement, c'est clairement le service de la dette extérieure
qui est le point alarmant pour ce qui est de la SCA, puisqu'on s'en rend compte que le service de la dette extérieure sur les recettes propres, le poids le service de la dette extérieure sur les recettes propres de l'État est quasiment à presque 200% des recettes. Donc, du coup, ce qui est une situation alarmante et que nous avons si bien dit qu'aujourd'hui, la situation qui stresse beaucoup plus nos autorités monétaires, c'est beaucoup plus cette situation des réserves de change et que si on s'en rend compte que nos États se trouvent avec des pareils niveaux pour ce qui est du poids de la dette extérieure sur les recettes propres, ça reste clairement beaucoup plus critique. Donc, il y a des réformes qui doivent être essayées être accélérées à ce niveau pour que nos États puissent vraiment mettre de côté cette situation qui reste beaucoup plus toujours à la main Francky. Mais quand même, il faut le rappeler, la situation de la dette, si vous regardez du point de vue direct, elle n'est pas autant alarmante, beaucoup plus pour ce qui est de notre marché intérieur, Francky. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le marché, lui, fonctionne clairement et on verra par après. Et que jusqu'ici, tous nos États se portent bien sur le marché intérieur, mais c'est cette situation de la dette extérieure qui reste le véritable stress et que, tel qu'on peut le voir, les autres États sont beaucoup plus en une situation beaucoup plus confortable. Et on croit que et le mal-être est quand même un peu, on ne peut pas directement s'alarmer. S'il faut regarder rien que cet indicateur, parce que sur 6 États, il n'y a qu'un seul État qui présente un peu plus un grand risque pour ce qui est du service de la dette extérieure, Francky. Donc, effectivement, comme noté justement, globalement, le poids de la dette, ça pour 3 pays se ressent. Mais on peut le constater justement, à part la RCA sur les autres pays, en termes d'évolution dans le futur 2026-2027, c'est un poids de la dette qui va quand même décroissant, ce qui est une bonne chose. Mais comme indiqué, le service de la dette, justement, pour certains pays est alarmant. Euh, la dette, justement, donne une perception de l'État, de l'émetteur, du point de vue de l'investisseur. Et comment est-ce que les différentes agences de notation, justement, voient justement la solvabilité de nos États au regard de l'évolution de cette dette-là sur 2025 et sur les années à venir? Merci, Francky. À ce niveau, il y a quelque chose à noter. C'est que le bon point, c'est qu'aujourd'hui, 4 de nos 6 États sont déjà notés par les agences de notation internationales. Il s'agit notamment du Big Four, c'est-à-dire Fitch, Moody's et S&P, Big Three. Alors, pour ce qui était de l'année 2025, on peut dire quasiment statu quo, hein, statu quo, à part le Gabon qui a vu sa note être rabaissée pour euh, l'agence de notation alertait il y a de cela à peu près 2 semaines euh, sur la situation budgétaire de l'État. On jugeait un budget beaucoup plus expansionniste et qu'en face, il ne jugeait pas l'État être capable de mobiliser assez de ressources pour pouvoir financer un tel budget. Mais donc généralement pour tous les autres États, bien que de restant presque tous hein, dans la catégorie spéculative notée par les agences de notation de la dette. Donc il faut noter quand même que tous les États de la CEMAC, c'était un statu quo et que à ce niveau, en fin 2025, nous à notre niveau, au regard des éléments que nous avons à notre position, nous ne pouvons pas directement affirmer une révision à la hausse des notes des États, mais pour d'ici le prochain webinaire, notre prochaine rencontre, on pourra bien peser nos indicateurs et vous revenir. Mais sinon, jusqu'ici, on s'attendra à ce que cette note soit maintenue sur l'année 2026. Donc, effectivement, après, justement, l'analyse des indicateurs macroéconomiques de notre zone et des États, l'idée, c'est de regarder un tout petit peu l'impact
ces indicateurs sur le marché financier. On commencera notamment par le marché financier et par son compartiment action. Comment est-ce que s'est comporté justement ce compartiment sur l'année 2025? Comment est-ce qu'on voit 2026? On a notamment eu des bonnes nouvelles cette fin d'année, l'emprunt, l'introduction en bourse de BGFI. On a annoncé il y a quelques jours l'introduction en bourse d'une microfinance également. Voilà, comment globalement comporter le marché sur 2025 et comment est-ce que, quelles sont les perspectives pour 2026? Merci, Francky. Pour ce qui est du marché, et notamment le marché action, il faut noter quand même que ce marché, lui, il est sur une bonne trajectoire. Hein. Il est sur une bonne trajectoire, on peut noter comme ça, avec une performance réalisée d'à peu près plus de 10% sur l'année. Et ce qui est une première, où l'indice lancé en novembre 2023 a traversé pour la toute première fois la barre de 1000 et tiré principalement par les valeurs agricoles. Il s'agit notamment de Safracam et Socapalm. Et bien que le secteur financier prend un peu suit un peu cette tendance, notamment Barré et SGR, la tendance du marché reste beaucoup plus confortable à la différence de l'action, la régionale qui est à la traîne. Sinon, toutes les autres actions ont fait un petit pas. Mais pour ce qui est des attentes futures, on croit fermement que la tendance des valeurs, notamment du secteur agricole, pourra se pérenniser sur l'année 2025. Il en est de même que ceux du secteur financier. Maintenant, pour ce qui est comme valeur attendue, il y a l'action de la BGFI Holding qui est attendue sur la bourse. Ils ont levé à peu près, ils ont lancé un appel à lever des fonds qui consistait à lever à peu près plus de 125 milliards. Il y a aussi la microfinance Renaprof qui est attendue et qui cherche à lever à peu près 8,4%, soit à peu près plus de 44% du poids de son capital social. Donc, ce qui nous laisse croire que le marché action sur l'année 2026 pourra mieux se comporter, notamment à travers les nouvelles valeurs qui arrivent. Et on croit carrément que si j'ai noté une seule société d'assurance qui va aussi apparaître sur le marché, il s'agit de Samba Assurance. Donc, oui, merci. La micro-assurée qui doit arriver, merci pour le rappel. J'étais en train de le relever. Donc, du coup, c'est des bonnes perspectives qui s'annoncent sur le marché action et que nous, aujourd'hui, en regardant ce côté, par contre, de l'autre côté, la situation du marché obligataire, le marché obligataire restait en recul d'à peu près 8%. Et ce comportement est lié par la situation économique beaucoup plus contraignante des États, notamment les niveaux des taux directeurs de la Banque centrale qui est resté beaucoup plus élevé. Et dans des pareilles circonstances, les États principaux émetteurs sur le marché financier privilégient beaucoup plus le marché des titres publics, puisqu'on a pu voir d'emprunts obligataires sur le marché, à part le Gabon qui a émis des emprunts obligataires, mais pas à des volumes historiquement émis. Mais ce qu'on a noté, c'était les taux de coupon de ces emprunts obligataires qui étaient relativement plus élevés, expliqués par un contexte économique beaucoup plus difficile. Nous notons ici la situation inflationniste, le recul de la croissance économique. Donc, du coup, dans de pareilles circonstances, il était difficile pour nos émetteurs d'émettre des emprunts obligataires, surtout d'appel public à l'épargne. Et on croit que à ce niveau, l'évolution de la situation économique, notamment sur le premier trimestre l'année 2026 sera très déterminant pour ce qui est du marché obligataire. Pourquoi? Parce que si les conditions de crédit essaient de s'améliorer sur le premier trimestre, on devrait s'attendre à ce que au cours du deuxième et d'ici la fin de l'année 2026, qu'il y ait des emprunts obligataires. Il faut quand même noter que déjà sur la loi de finances du Cameroun, qu'on rappelle qu'on fera
un point sur les lois de finances en janvier ou en février prochain. Il prévoit à peu près 250 milliards émis sur le marché financier. Donc, on croit que ça sera presque pareil pour tous les autres États de la zone CEMAC-Franquet. Donc, effectivement, on a un marché action qui s'est plutôt bien comporté sur l'année 2025. Voilà, on a, comme on l'a dit, l'indice qui a été lancé à 1000 a dépassé, qui évoluait historiquement depuis son lancement, de son cours, son niveau de lancement est aujourd'hui au-dessus de ce niveau-là. Ça traduit notamment une embellie des actions sur le marché, notamment tirées par les valeurs agricoles comme noté. Des bonnes nouvelles, on a des introductions en bourse à venir, donc comme on l'a dit, BGFI, Renaprof, Samba Assurance, qui est justement un micro-assureur, qui prévoit justement de s'étendre sur la zone CEMAC avec le Cameroun et je pense la RDC. Donc comme voilà, ce sont des bonnes actes, en tout cas, ce sont des éléments qui nous poussent à penser que voilà, on a un marché action qui est enfin en train de décoller, vu que depuis la fusion des marchés jusqu'ici, on n'avait pas, après SCGR et la régionale, on n'avait pas eu d'introduction en bourse depuis. À côté de ça, on rappelle quand même que les introductions en bourse des sociétés camerounaise reste attendue, la CBC Bourse qui était annoncée, les ADC, Aéroport du Cameroun qui était annoncé, mais pour lesquels voilà, c'est un peu du statu quo aujourd'hui. CHC également qui était annoncé. On pense que même si on attend ces valeurs avec insistance, Renaprof, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça permettra de dynamiser du moins l'offre en termes d'émissions actions sur notre marché. Et on a le retour justement des États sur le segment obligataire avec le Cameroun qui prévoit à peu près 250 milliards en termes d'emprunts obligataires. Globalement, c'est un marché qui est dominé par la dette étatique et les intermédiaires sont de plus en plus en train de travailler afin que les émetteurs privés recourent justement à ce marché pour lever de la dette et financer leur développement. Bon, après le marché financier, l'idée c'est de regarder le compartiment qui est d'ailleurs le plus grand, qui est le compartiment marché des titres publics, qui aujourd'hui, pour un marché financier qui est autour de 1500 milliards, je pense, 1500 milliards, le marché des titres publics ne peut pas être ignoré aujourd'hui parce qu'il est au-dessus de 9000 milliards. Justement, comment est-ce qu'il s'est comporté justement sur l'année 2025? Oui, Francky, c'est un marché qui était plutôt très dynamique, puisque contrairement au marché des titres publics, au marché financier, notamment son compartiment obligataire qui est resté beaucoup plus, on a vu en recul d'à peu près 8%, le marché des titres publics a cru considérablement. Et cela, je l'ai expliqué précédemment en disant que, en fait, les États émetteurs ont privilégié le marché monétaire que le marché financier pour face à la situation qui se présentait, notamment les conditions de crédit beaucoup plus difficiles. Et on a su bien vu par derrière les notations des États qui n'ont pas cru, qui n'ont pas été relevés pour les meilleurs, pour les meilleurs des cas, les notes ont été maintenues. Par ailleurs, ça a été abaissé. Du coup, ça rend les conditions de crédit des États émetteurs beaucoup plus difficiles. Donc, du coup, dans un tel contexte, on a vu un marché qui pèse à peu près euh, presque 10 000 milliards de dettes et représentant à peu près plus de 12% du PIB de la zone CEMAC. Donc, si on le compare, par exemple, par rapport aux autres zones financières, on se rendra compte que le marché des titres publics de la zone CEMAC reste sur une bonne croissance, sur un bon embellie.
Et ces tendances pourront se pérenniser dans les prochaines années, et notamment dans les prochaines années, Francky. Effectivement, c'était justement la vue un tout petit peu globale de l'évolution de notre marché. Maintenant, qu'en est-il justement de l'évolution du service de la dette du marché et des perspectives de l'évolution du marché des titres publics sur les années à venir? À ce niveau, Francky, ça reste aussi un sujet, parce que c'est un point sur lequel nous aimerions toujours y revenir en insistant sur le fait que bien que nos États soient sur ce marché pour chercher les moyens à financer leur déficit, il y a quand même un fait qui se présente. On a connu en 2024 à travers le Congo et par après 2025 le Gabon. Aujourd'hui, la situation se présente toujours, c'est le problème de refinancement de nos États, parce que puisque les maturités auxquelles les titres sont émis restent beaucoup plus courtes, du coup, ça présente un risque de refinancement sur les prochaines années. Donc, du coup, on voit presque tous les États de la CEMAC avec une dette vraiment colossale sur le moyen terme entre 2026 et 2029, ce qui pose un réel problème à ce niveau pour ce qui est du service de la dette, bien que on essaie un peu de lisser les courbes de taux du marché sur les années un peu plus longues. La situation reste beaucoup plus préoccupante. Pour ce qui est des perspectives du marché, on voit clairement que l'encours restera haussier, avec un taux, un encours qui est projeté d'ici 2028 à peu près à plus de 11 500 milliards de dettes du marché. Donc, ce qui témoigne clairement une dynamique haussière qui est attendue sur notre marché franquin. Donc effectivement, bon, c'est une situation qui, depuis 2024, est de plus en plus alarmante. On a vraiment une concentration des remboursements de nos États sur le court terme. C'est justement, euh, bon, nous, en tant qu'investisseurs long terme, asset managers, nous menons justement des plaidoyers, en tout cas, afin que l'État puisse émettre justement de plus en plus de la dette longue, qui permettra justement de lisser les différents remboursements et d'éviter cette concentration-là. Donc, on a eu sur 2024 le Congo qui a dû reprofiler sa dette, le Gabon également sur 2025, mais on note quand même que malgré ces efforts, voilà, les chiffres peuvent le montrer. Vous avez entre 2025 et 2028, on a justement un niveau de remboursement qui sont vraiment concentrés, qui vont poser justement une pression sur les finances de nos États. Donc, l'idée, c'est de pouvoir émettre de la dette longue pour justement donner du souffle à l'État et surtout derrière lever pour pouvoir financer justement le développement, ce qui permettra justement de rembourser cette dette dans le futur. Euh, une fois là, on a donc l'analyse du marché. Maintenant, il y a un autre indicateur. Quel est donc l'impact que ces indicateurs ont eu sur les différents courbes de taux de nos États? Oui, Franck. Oui, Francky, réellement, à ce niveau, c'est un point. Et bon, je veux dire que c'est une relation de cause à effet, hein, telle que nous avons noté précédemment la situation économique de nos États qui ne s'est pas considérablement améliorée. Et on a aussi la situation de l'inflation qui était beaucoup plus sévère. Et malgré tout ça, la Banque centrale qui a adopté beaucoup plus une politique monétaire, nous dirons beaucoup plus restrictive, puisque ayant baissé de 50 points et après, par après, maintenu les taux
à ce niveau lors de 2 comités successifs, notamment en juin et septembre, et remonter en décembre, ça se traduit nettement une situation économique toujours préoccupante à ce niveau. Et enfin, nous avons, on, 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 on ne peut pas avoir ces effets réels, s'attendre à ce que les cours des taux soient revus à la baisse. Donc, c'est clair, pour tous les États de la zone CEMAC, on voit un renchérissement des coûts de levée des ressources sur le marché, tant pour le Cameroun, pour le Gabon que pour le Congo. Et le Congo, son cas apparaît un peu plus atypique avec une courbe des taux qui augmente d'à peu près plus de 200 points entre les maturités et ce qui poserait réellement le problème au niveau de la soutenabilité à ce niveau. Mais le bon point, c'est que pour ce qui est des tendances à venir, on s'attendra à ce que, selon nos projections, on s'attendra à un affaiblissement des coûts d'émission du Congo sur le court terme 2026. Donc, merci Denis. Voilà ainsi présenté justement à la fois sur la partie des perspectives macroéconomiques et l'impact que ces différentes perspectives-là ont eu sur notre marché des capitaux, tant en termes de volume qu'en termes d'impact justement sur les taux. On note justement que cette situation a eu un impact direct sur les marchés avec le taux des ressources qui augmente globalement sur tous les États. Et justement, la pression justement derrière sur nos États, ils ont beaucoup plus du mal à lever vu que la dette le coût de la dette est élevé. D'ailleurs, le Congo, pour ne parler que de celui-là, a émis un eurobond justement il y a quelques mois, euh, en faisant justement cet arbitrage entre le marché local et justement le marché de la dette extérieure. Donc, peut-être pour terminer, quels sont les différents risques à surveiller sur 2026? Oui, Francky, à ce niveau, les principaux risques restent beaucoup plus sur les risques macroéconomiques, et c'est ce qui nous jugeons beaucoup plus critiques. Il s'agit notamment de la baisse du prix du pétrole et de la production en elle-même, parce que ces deux effets couplés. À côté de ça, on a aussi la situation inflationniste qui restera beaucoup plus regardant. À côté, il y a des points d'alerte, notamment les budgets. On a noté quand même le Cameroun qui a revu à la hausse son budget. Il y a aussi le cas du Gabon qui revoit son budget d'à peu près plus de 40% à la hausse. Il y a aussi ce qui reste un sujet. Il y a aussi des sujets électoraux, notamment au Congo où on attend. Il y a aussi l'élection présidentielle dont les résultats, on n'a pas encore les résultats pour l'instant. L'élection présidentielle en RCA, donc ça restera surveillé par après. Il y a aussi l'élection législative au Cameroun. La situation d'endettement du Congo, du Gabon, qui reste un vrai sujet. On a aussi par après la volatilité des matières premières. Il y a aussi le sujet du Naira, parce qu'il y a aussi un point qu'on n'a pas oublié de le mentionner tout à l'heure. Il y a aussi le facteur Naira sur notre inflation, puisqu'on importe beaucoup plus du Nigeria. Et il y a aussi le coût des emprunts, des ressources sur le marché qui restera beaucoup plus suivi. Les politiques monétaires des banques centrales majeures qui ont un impact directement sur notre zone, plus qu'on dépend fortement de ces importations. C'est des sujets qui seront réellement surveillés. À côté de ça, Francky, on a aussi les droits de douane. On pense quand même que on peut pas se dire que Donald Trump a totalement fermé le sujet, mais c'est des sujets incertains qu'on suivra. Et enfin, la politique monétaire de la Banque centrale qui restera un vrai sujet à contrôler tout au long de l'année 2026, Francky. Donc, voilà ainsi
Voilà. Donc, voilà ainsi présenter les perspectives du marché des capitaux sur 2025. Sur 2026 et le bilan sur 2025. On termine par une présentation de Harvest Asset Management vraiment rapidement. Donc, nous sommes le leader de la gestion d'actifs en zone CEMAC. C'est une société 100% indépendante de gestion, simplement pour dire que voilà, on ne dépend pas d'un groupe bancaire ou alors d'un groupe. Donc, nos décisions sont prises vraiment dans l'intérêt de nos clients. C'est une société qui existe depuis 2017 pour un capital d'à peu près 1 milliard à date. Il faut dire que c'est une activité où le capital minimum, c'est 300 millions, mais vraiment, c'est donner vraiment des moyens pour pouvoir plus se développer. Comme on l'a dit, on a un agrément sous-régional, ce qui nous permet de couvrir toute la zone CEMAC. On gérait à mi-année 2025 un peu plus de 415 milliards d'actifs en zone CEMAC sur un marché qui représentait à peu près 950 milliards sur à fin 2024. Donc, on a deux expertises majeures. On fait de la gestion sous mandat et on fait de la gestion collective via des fonds communs de placement. Vraiment, c'est deux stratégies un tout petit peu différentes. La gestion sous mandat pour la gestion sous mesure qu'on met en place pour un client dans le but en termes de conseil en investissement, en termes d'optimisation de la trésorerie et via des produits de gestion collective, justement pour la mise en place des produits qui sont justement ouverts, on va dire, pour la plupart à tout type d'investisseurs, qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. On a une cartographie de solutions d'investissement, surtout sur la partie gestion collective aujourd'hui, qui est assez dense, assez riche. On a aujourd'hui une gamme complète de produits qu'on commercialise à nos différents clients, allant du court terme, du moyen vers le long terme. Donc, on a des solutions vraiment sur le court terme. On a lancé récemment un fonds diversifié qui a un mix un peu des stratégies monétaires, c'est-à-dire court terme, obligataire pour moyen terme et également actions. Et par ailleurs, justement, on a un fonds action qui est aujourd'hui investi sur les actions cotées à la bourse de valeurs mobilières d'Afrique centrale et pour laquelle, justement, on pense que, comme on l'a dit, en termes d'évolution sur le marché, c'est un fonds qui va probablement prendre de plus en plus de place sur les années à venir. Donc, comme on l'a dit, on est leader, ça nous a valu des distinctions en Afrique centrale, dont meilleur gestionnaire de portefeuille en zone CEMAC et asset manager de l'année 2022, autant pour moi. Bon, ce qu'il faut retenir vraiment rapidement avant de passer justement à la phase des questions, sur le contexte macroéconomique, on a une résilience de la croissance qui est tirée par le secteur non pétrolier, une baisse des pressions inflationnistes, et le recul des réserves de change qui a été noté justement, qui a poussé la Banque centrale à augmenter ses différents taux directeurs. On a sur le marché des capitaux une dégradation, un maintien de la note financière de certains États, notamment une dégradation au niveau du Gabon et le maintien pour les autres États, les rendements obligataires qui restent peu élevés, un marché boursier en hausse tiré par son compartiment, hausse du moins sur le compartiment action et un recul sur le compartiment obligataire. Et en termes d'allocation optimale de portefeuille, on pense que il faut choisir des obligations d'État qui ont aujourd'hui encore un risque jugé faible et maîtrisé, tenir compte des événements politiques à venir dans l'allocation et enfin, donc, nous conseillons une allocation avec une prédominance obligataire et pour laquelle, néanmoins, il faut commencer à avoir une poche action au regard de la dynamique observée sur le marché, justement, de compartiment action de notre bourse de valeurs mobilières. Donc, là, on arrive au terme de notre présentation. Comme on l'a dit, le document vous sera partagé par la suite. Et peut-être sans plus tarder, on prendra justement des questions qui ont déjà été posées dans le chat et on vous
Voilà. Et si certains ont encore des questions, bien évidemment, prière de les poser. Donc, on va peut-être commencer par une question. Voilà. On a une question, on va peut-être commencer en remontant. On a une question sur le marché action. Donc, comme on a dit, on a un internaute voilà, qui se questionne sur le fait qu'on ait dit que le marché action s'est bien comporté. C'est comparé à quel autre marché? Et est-ce qu'on peut aller en termes d'analyser plutôt pour l'investisseur? Bon, il faut dire que s'agissant de cette question, on a parlé de bien comporté au regard de l'historique d'évolution du marché. Simplement, comme on l'a dit, depuis son lancement, en tout cas depuis le lancement de l'indice, qui a été lancé en 2023 à 1000. Cet indice évoluait jusqu'ici à la baisse. Donc, pour la première fois sur l'année 2025, c'est repassé au-dessus de son cours de lancement, ce qui dénote justement du fait que cet indicateur est en train en tout cas, l'indice est en train de mieux se comporter, donc par ricochet, les valeurs qui constituent justement l'indice se portent justement mieux sur l'année 2025. Ça, c'était vraiment une comparaison faite par rapport à l'historique de notre marché, de l'historique de l'évolution de cet indicateur sur notre marché. Bon, peut-être en termes, comme on l'a également dit lors de la présentation, c'est tiré par des valeurs Safacam, Socapal, Banri également, qui se sont bien comportés justement sur l'année. Une autre question. OK. OK. On a une question sur l'extension en zone UMOA. Pour vous n'êtes plus à l'ordre du jour, vos perspectives de diversification produits pour l'année 2026. Bon, effectivement, comme on l'avait précédemment annoncé, non, l'expansion est à l'ordre du jour. L'extension à l'ordre du jour, donc c'est prévu, on espère que d'ici, c'est prévu pour 2026 du moins. Donc, s'agissant des perspectives de diversification de produits pour l'année 2026, comme on l'a indiqué, hein, vraiment sur 2026, l'idée c'est de privilégier une allocation obligataire, mais au regard de l'évolution du marché, en tout cas du compartiment action, de pouvoir commencer à prévoir une petite allocation sur le marché action au regard de dynamisme justement énoncé. On a une autre question sur le niveau de la dette des États est si élevé, pourquoi avoir alloué une part significative justement dans nos différents fonds? Denis, s'il te plaît, pour cette question. Merci, Francky. Merci pour la question. Je crois avoir expliqué tout cela tout à l'heure, que de notre point de vue, ce n'est pas le niveau d'endettement de l'État qui fait problème. Pour nous, en tant que financiers, c'est la capacité de l'État à mobiliser les ressources lui permettant de rembourser cette dette qui est un sujet pour nous. Et pour ce qui est de notre marché, tout à l'heure, lorsque nous on présentait, on vous a fait comprendre que ces États qui présentaient beaucoup plus une situation d'endettement élevée, à la différence de la SCA qui avait un service de la dette extérieure par rapport à ses ressources propres qui étaient si élevées, notamment pour ce qui est de la dette extérieure, les autres États avec des proportions étaient un peu plus moindres. Donc, ce qui fait en sorte que nous, à notre niveau, jusqu'ici, on est sur le marché local, on est confortable avec cette allocation.
puisqu'elle reste beaucoup plus dynamique et tient compte de la conjoncture économique et financière de nos États émetteurs. Donc, si vous êtes client dans nos fonds, dans le fonds FCP Atlantique Performance, vous allez vous-même suivre la dynamique par laquelle le fonds commun de placement Atlantique Performance, lui, se comporte. Et c'est lié, si vous suivez clairement avec nous la conjoncture économique, vous allez voir qu'elle reste dynamique et de façon alignée avec la situation économique et financière de ces émetteurs pour lesquels nous achetons de la dette. Donc, les proportions élevées dans nos fonds communs de placement ne tiennent pas compte d'une allocation présente, mais d'une allocation qui date, puisqu'on les avait achetés dans des années 2022, 2023, ainsi de suite. Et du coup, avec la situation aujourd'hui, bien qu'il se présente au niveau de l'endettement un peu plus critique, elle reste sur le marché local pas encore un sujet pour nous du point de vue financier, puisque l'analyse des éléments que nous avons à notre niveau, elle nous est confortable. Merci. Voilà, bon, une autre question. Voilà. Donc, on constate que l'ensemble de nos états de la CEMAC sont notés en dessous d'investment grade. Au regard donc de nos fortes dépendances au pétrole et compte tenu des coûts actuels, est-ce qu'on ne pense pas que la notation justement de nos États vont continuer à se dégrader et justement avoir un impact sur le coût des levées de la dette, Denis? Très bonne question, très bonne question. Et ça entre dans le point que nous avons essayé aussi toujours de mettre un accent dessus lorsqu'on faisait notre présentation. On disait tantôt que pour ce qui est de l'année 2026, nous allons suivre l'évolution des indicateurs macroéconomiques et financiers sur le début de l'année 2026, mais qu'à date, on s'attendrait, dans le meilleur des cas, à un maintien de nos États. Puisque vous tous, vous avez énoncé ces points, c'est que nous sommes fortement dépendants des matières premières. Et d'ailleurs, c'est sur ces matières premières que nos projections macroéconomiques sont faites. Donc, si une matière première, notamment le pétrole, avait sa tendance baissière sur le marché international est observée, alors on ne va pas s'attendre à un autre facteur exogène que ces indicateurs sur les matières premières. Donc, on va s'attendre à une implication directe. Donc, du coup, les notes de nos États, nous ne voyons pas directement une baisse, mais beaucoup plus un maintien pour le court terme 2026. Mais lors de nos prochains webinaires, nous allons suivre ces indicateurs ensemble. S'il y a des indicateurs qui nous poussent à avoir une révision à la hausse, nous les partagerons avec vous. Mais pour l'instant, nous sommes sur des statu quo. Merci, Francky. Pour les particuliers qui résident à l'étranger, quel est le processus justement pour ouvrir un compte? Bon, déjà, il faut noter que peut-être un peu plus globalement, effectivement, cela a été noté, nos différents fonds communs de placement justement sont ouverts à la fois aux particuliers, aux personnes morales. Et effectivement, les montants de souscription, vraiment pour certains fonds, sont effectivement autour de 100 000 francs minimum. Donc, pour dire que c'est accessible à partir de tous, et c'est effectivement ouvert également aux investisseurs particuliers qui résident à l'étranger. D'ailleurs, on en a déjà en portefeuille. Et s'agissant du processus de souscription, on pourra peut-être vous écrire par la suite pour vous donner justement ce processus-là. Mais il est relativement simple, il y a une documentation à remplir. Mais derrière, on privilégie néanmoins, pour nous, on pense que investir ou épargner dans un fonds répond à un besoin d'un projet. Donc, l'idée, ça sera d'échanger avec vous, comprendre votre projet, comprendre votre profil, comprendre les maturités de votre dit projet, votre niveau de risque à prendre. Comme ça, on pourra vous orienter sur, on va dire, soit des produits court terme moins risqués ou alors vers des produits risqués ou comme un fonds action. Si
justement, vous avez une appétence pour ce type de produit. Donc, échangez avec vous et derrière, ensemble, on vous proposera le produit qui scie le mieux à la réalisation à votre projet d'épargne. Une autre question qu'on a. Donc, on a une raison pour laquelle la Guinée équatoriale ne semble pas beaucoup émettre de bons sur le marché local. Bon, il faut dire que la Guinée équatoriale émet, bon, peut-être pas régulièrement, mais est un émetteur quand même régulier. Plutôt, chaque trimestre, ils ont des émissions qui sont prévues. Et il faut simplement également noter que, en général, les émissions sont encadrées par la loi de finances. Donc, simplement, l'État exécute ce besoin de lever de la dette. Du moins, comme ça a été encadré dans la loi de finances, c'est cascadé par trimestre et l'État ne fait qu'exécuter justement cette stratégie-là. Bon, les niveaux d'émissions de la Guinée équatoriale ne sont pas, les besoins ne sont pas aussi énormes que les autres États, c'est-à-dire le Cameroun, le Gabon et le Congo, qui sont les émetteurs les plus réguliers sur le marché. Mais si vous regardez les statistiques justement des levées ou alors des prévisions de levée, vous allez vraiment constater que la Guinée équatoriale émet justement sur ce marché-là. Donc, on a une autre question par rapport à l'ouverture de compte. Donc, comme on l'a dit, on pourra vous contacter pour vous partager justement ces modalités-là. On a une question sur nos attentes en tant qu'asset manager sur le marché des capitaux et vis-à-vis justement du secteur extractif, production du fer, de l'or, Denis. Oui, Francky, pour ce qui est de nos attentes sur le marché des capitaux de la zone CEMAR vis-à-vis du secteur extractif, bon, je crois que c'est une question qui lie deux grands secteurs, le secteur des matières premières et le secteur financier. Bon, il faut noter quand même que nos attentes sont telles que, en fait, que nous allons l'expliquer de façon claire, puisque la question ne lie pas directement les deux secteurs. C'est plutôt que si le secteur extractif se porte bien, alors nos États seront en capacité, ils pourront augmenter leur capacité de financement, c'est-à-dire qu'ils pourront être prêts à rembourser le plus aisément possible les titres sur le marché. Pour ceux qui sont extracteurs de ces matières premières, vous avez pris l'exemple de l'or et du fer. Il s'agit notamment pour notre zone, l'un des plus gros producteurs d'or, c'est la RCA. Et vous avez vu le niveau des réserves d'échange de cet émetteur qui se porte plutôt bien, plutôt bien. Donc, ce qui est plutôt un bon indicateur sur le marché. Et d'ailleurs, c'est apprécié sur le marché. C'est apprécié. Ces points sont appréciés sur le marché. Pourquoi? Parce que on voit une gestion proactive des recettes par l'émetteur. Et du coup, sur le marché, euh, lorsqu'on veut acquérir des titres de la SCA, ces indicateurs sont généralement mis en avant. C'est mis en avant comment est-ce que le secteur extractif se porte. Et on en tient compte chaque fois qu'on veut faire de l'allocation. Merci. Donc, là, on va prendre ces trois dernières questions. Donc, Denis, rapidement. Est-ce qu'il est possible que les sujets de dette cachée rencontrés au Sénégal, par exemple, se répercutent, qu'on essaie justement ces sujets-là en CIMAC, d'autant plus que on note que les états de la CIMAC sont encore, enfin, que ça semble plus inquiétant en termes de transparence, justement. Est-ce qu'il est possible que on ait des sujets de dette cachée et comment est-ce qu'on fait pour se prémunir contre ce risque-là en CEMAC? Très bonne question. Mais ce que je vais partager ici, nous allons partager avec vous le point de vue d'un investisseur. Et ici, à notre niveau, nous ne serons pas prêts à vous dire, bon voilà, ce sujet de dette cachée, comment est-ce qu'il peut ressurgir en CEMAC ou pas? Pour le sujet de transparence, oui, c'est une question.
elle est d'actualité. Nous le savons tous, nous tous, sémaciens, c'est un sujet. Mais pour ce qui est de la dette cachée, il faudra quand même parce que pour qu'on parle de dette cachée, il faut tout un audit. Et je crois le pays de la zone CEMAC qui a fait l'audit en 2024, c'était beaucoup plus le Gabon. Au Gabon, il y a eu une telle situation. Et d'ailleurs, si vous regardez les données, si vous suivez les indicateurs, et d'ailleurs, si vous partagez ces webinaires avec nous, lorsqu'on tenait ce webinaire en 2024, au début de l'année 2024, avant que le rapport du FMI ne sorte en avril, on avait une situation de l'endettement du Gabon qui était un peu plus moindre que ce que nous avons aujourd'hui. Donc, du coup, lorsque les nouvelles autorités sont arrivées, ils ont fait cet audit qui a permis à ce que on retrouve cette situation de dette cachée. Et on s'est retrouvé avec le taux d'endettement du Gabon que jusqu'aujourd'hui, aussi au-dessus de 70% du PIB, contrairement à 52%, comme c'était le cas jusqu'en fin 2023. Donc, du coup, ce sujet reste un sujet et qu'on le suit de tout près. Mais à notre niveau, il est difficile pour nous d'anticiper et de dire, bon, voilà, au regard de tels indicateurs, nous pouvons, du point de vue de l'investisseur, dire qu'il peut avoir un sujet de dette cachée. Bien que la question de transparence se pose, il est difficile pour nous quand même de le dire ouvertement et vous dire, bon, voilà, on soupçonne tel pays d'avoir une dette cachée. Mais pour le cas le plus frappant qui est celui du Gabon, on n'a pas eu une grave conséquence liée à cette découverte de cette dette cachée. Le Gabon a toujours honoré ses engagements depuis que cette découverte de la dette cachée a été constatée. Bien que ces indicateurs ont été dégradés, on l'a vu tout à l'heure avec le taux d'endettement élevé, on a vu ces notes qui ont été dégradées par les deux agences de notation, notamment Fitch et Moody's. Et aujourd'hui, le Gabon a eu du mal à retrouver son niveau, sa note obtenue par le passé. Et nous pensons que ce sont des réformes à la fois structurelles qui pourront permettre à l'émetteur de retrouver son niveau d'avant. Et donc, à ce niveau, nous ne pouvons pas anticiper clairement comment est-ce que la situation se porte dans ces pays pris individuellement. Merci. Alors, juste pour compléter, au-delà du sujet de dette cachée, on note que l'exercice, finalement, c'est de la transparence. Au-delà de ça, et pour un investisseur, l'information, c'est la clé pour pouvoir prendre des décisions. Et on pense également que ce qui est intéressant en CEMAC et l'expérience du FMI justement au Sénégal, on pense que aujourd'hui le FMI prend prend plus de mesures au niveau de la vérification des données afin que on n'ait pas l'impact qui a eu lieu justement au Sénégal dans les autres pays. Le fait également que le FMI soit en programme avec la plupart de nos États force nos États à être transparents, du moins en termes de publication de leurs données et des réformes également qui sont effectuées. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces États-là, finalement, arrivent à émettre des eurobonds par la suite, parce que à la fin de la journée, il y a des données qui sont transmises justement aux investisseurs pour leur permettre de prendre la décision. Une question, pourquoi est-ce que la dette extérieure pose problème? Est-ce une pression sur les devises? D'après vos explications, la dette intérieure reste saine. Bon, suggérez-vous un glissement dette extérieure, dette intérieure, Denis? Après, on prendra une dernière question. Oui, Francky, c'est une très belle préoccupation. C'est une très belle préoccupation. Je crois que à ce niveau, ce que nous sommes en train de déplorer, c'est que pour nos économies, la seule chose que nous pouvons vendre à l'extérieur, c'est nos matières premières. Et ces matières premières constituent notre toute première ressource. Parce que bien qu'on collecte au niveau des recettes propres, nos économies sont beaucoup plus basées sur ces matières premières. Et du coup, lorsqu'on a ces recettes issues des matières premières, pour la majorité, sont utilisées pour le service de la dette.
le service de la dette extérieure pour la majorité. Et du coup, ça limite les manœuvres de l'État sur les autres domaines que l'État a attendu, notamment la santé, l'éducation et tout ce qui est politique visant le bien-être de sa population. Donc, du coup, pour ce qui est du SWIFT entre la dette intérieure et extérieure, je vais prendre un cas aujourd'hui que nous tous nous savons. Le Japon, c'est le pays du monde le plus endetté, notamment à plus de 200% de son PIB. Et ça ne cause pas un problème structurel au niveau des investisseurs. Pourquoi? Parce que c'est la dette des Japonais, c'est l'argent des Japonais, l'État du Japon doit aux Japonais. Donc, du coup, si on était dans le même compartiment, il est plus facile pour un émetteur de réunir ses investisseurs locaux, qui sont ses citoyens, et mettre organiser des échanges pour pouvoir restructurer une dette. Et à ce niveau, en plus d'être immunisé du risque d'échange, qui est un vrai sujet pour ce qui est de la dette extérieure, on a aussi ce facteur citoyen qui vient contribuer au développement de son pays. Du coup, ça encourage un bien-être global. Et c'est un levier sur lequel les pays développés se sont basés pour se développer. Et du coup, à ce niveau, un grand effort est remonté à notre niveau, nous, citoyens. Il nous faut être éduqués financièrement. Comment fonctionne l'État? Comment est-ce que, en souscrivant au FCP, notamment obligataire, comment est-ce que les ressources collectées que vous confiez aux gérants de fonds, que sont les gestionnaires d'actifs, sont utilisées pour financer nos États? Donc, du coup, le SWIFT entre dette extérieure et intérieure, eh bien, il faut le penser. Il faut le penser pour nos économies. Mais derrière ça doit avoir un grand travail qui est l'éducation. Il faut éduquer nos citoyens à comprendre comment est-ce que l'État fonctionne et que par après, la transparence qui viendra par après soit un sentiment de satisfaction global qui pourra permettre à ce que monsieur, tout le monde ait confiance à son État, aux politiques qu'on met en place. Et du coup, chaque fois qu'il faut mettre un sou dans les obligations d'État, qu'il n'y ait pas de restriction, quoi. Donc, c'est un peu le point sur lequel on remontait. Parce que sur le marché local, jusqu'ici, nous n'avons pas encore de défauts réels sur le marché local. Il y a eu des défauts techniques par le passé, mais pour l'instant, le marché, lui, fonctionne à merveille. Les pays, chaque État émet et paye. Maintenant, quand c'est la dette extérieure, c'est un vrai sujet. Si l'État n'est pas payé, on verra les notes dégradées. On aura la situation des réserves d'échange qui aura des soucis. On aura donc, c'est un problème structurel chez nous. Il ne faut pas dire aux nos États de ne pas s'endetter en devise, mais cette situation doit être beaucoup plus contrôlée et que s'il y avait un meilleur des mondes à encourager, ce sera de s'endetter, de dupliquer le modèle japonais pour ce qui est de nos économies, Donc, une dernière question. On a la concentration des émissions des titres sur les maturités courtes. Ça contribue justement à la saturation sur le marché et accroît le risque de refinancement. Quel levier de politique d'endettement et de développement du marché pourrait favoriser l'allongement des maturités et améliorer le profil de la dette des États? Oui, Francky, c'est un bon point. Nous pensons qu'à ce niveau, c'est pour que les ressources longues soient disponibles sur le marché, l'État, en tant qu'émetteur, à l'offre, il faudra que la demande en ces ressources-là se positionne de l'autre côté. Et pour qu'elle se positionne, c'est nous. Je dirais beaucoup plus, c'est d'abord nous. Si nous, citoyens, nous sommes éduqués à investir sur des instruments longs, alors pourquoi nos États ne pourront pas émettre sur ces maturités? Parce qu'aujourd'hui, les 3 émetteurs de la zone CEMAR qui émettent sur du 10 ans sur le Cameroun, sur le Gabon et sur le Congo, à moindre mesure, vous voyez que tous les autres sont sur au 3 à 7 ans de maturité sur le marché où ses propres citoyens sont censés financer son économie. Donc, du coup, à ce niveau, c'est nous, Sémassiens, de comprendre comment est-ce que l'écosystème, lui, fonctionne, quels sont les leviers qui peuvent être, qui peuvent répondre à ces problématiques
de financement long. Et du coup, en face d'eux, les émetteurs pourront émettre ces titres-là sur du 20, 30 ans, voire même 50 ans, s'il y a des réformes. Mais derrière ça, il y a un volet qu'il faut aussi noter, c'est qu'il faut des réformes structurelles. Et il faut aussi travailler sur le partenariat. Parce que ici, chez nous, les États sont hyper centralisés pour tout ce qui est comme peut-être si on prend les projets d'investissement. Si on pouvait travailler beaucoup plus sur d'autres moyens de financement comme les partenariats publics-privés, et à ce niveau, les fonds pourront beaucoup plus prendre place. Et à ce niveau, reviendra toujours un fait, c'est que nous, citoyens, on aurait mis de notre argent, parce que c'est notre argent. Je prends un exemple pour un jeune qui travaille aujourd'hui et qui a entre 30 et 40 ans. Il a une possibilité d'acheter une obligation de 20 ans. Pensant qu'il a encore 20 ans d'exercice devant lui, il a une possibilité d'acheter une obligation de 20 ans. Donc, l'éducation phare, c'est à notre niveau. C'est à nous de souscrire à ces produits et qu'en face, une fois qu'il y aura la demande, je suis sûr que l'État pourra émettre ces obligations longues qui pourront être prêtes à accompagner nos États sur des projets structurants qui tiennent beaucoup plus sur du long terme. Donc, à ce niveau, c'est des points que moi, je peux évoquer, Francky. Il y en a tant d'autres, mais Donc, effectivement, ça sont les éléments qu'on peut annoncer pour répondre à cette question. Et peut-être plus globalement, tu as parlé, Denis, de réforme. L'État doit pouvoir créer un cadre justement pour mobiliser cette épargne-là et que finalement cette épargne soit investie sur des émissions longues. Donc, il y a, nous, en tant qu'investisseurs ou en tant qu'investisseurs qualifiés, on travaille sur la mise en place de produits qui permettent justement de mobiliser l'épargne longue, notamment tout ce qui est solution des fonds communs de placement qui permettent d'optimiser tout ce qui est retraite complémentaire, indemnité de fin de carrière, qui sont justement des ressources qui sont plus ou moins longues et qui permettront justement derrière d'investir sur ces émissions longues-là. Donc, nous, et même l'État, doit pouvoir créer un cadre qui permette justement à mobiliser l'épargne longue et derrière, c'est-à-dire créer l'offre, créer la demande elle-même et derrière, certainement, l'État, en se rendant compte que voilà, il y a justement la disponibilité des ressources longues sur le terrain, prendra la décision de faire des émissions justement, effectivement, qui sont alignées aux maturités différentes de ces différentes ressources-là. Donc, là, on termine avec la phase de questions. Désolé si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. On pourra y revenir peut-être. N'hésitez pas à nous contacter, même par mail lorsqu'on vous transmettra le document. Merci infiniment pour votre attention et on vous donne rendez-vous en fin janvier pour notre premier webinaire de l'année 2026 où on fera justement une emphase justement sur les lois de finances de nos États. La plupart sont en train d'être validées. On fera justement une emphase dessus et on donnera notre avis justement sur les prévisions qui sont effectuées et sur l'évolution de notre marché sur 2026 et les années à venir. Merci infiniment et joyeux Noël, même si c'était il y a quelques jours. Et on profite pour vous souhaiter bonne fête de fin d'année et rendez-vous en 2026. Merci.